Espace TV, le 22h. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Le 22h, c'est tout de suite. Il y aura la paix dans la cité car le prix du pain reste inchangé après son rétropédalage suite aux interpellations du chef de l'État, le ministre du Commerce, rencontré ce mardi les organisations représentatives des boulangers et des consommateurs. Éléments à suivre dans cette édition d'information. Adama Daiko, humoriste et homme de lettres ivoirien, est en Guinée sur invitation de la maison Armatanguilé. Le président du parti Dromican doit partager son expérience avec les élèves du groupe scolaire Sonsi Kaba Djakité. Et puis en fin d'édition, nous nous rendrons à Kindia, l'un des greniers de la Guinée, la ville des agrumes, à une terre généreuse qui se prête à toutes les pratiques culturelles. Nos reporters ont posé leurs valises à Frigiadi, éléments à suivre dans un court instant. Pas donc de panique dans les fours à pain. Sur instruction du chef de l'État, le ministre du Commerce est vite revenu sur son arrêté augmentant le prix de la baguette sur le marché. Baka Bari a convoqué ce mardi l'Union nationale des boulangers et celle des consommateurs pour s'assurer du respect des mesures prises. Mamadou Sadio Baldé, El Haj Alioba. Pour éviter le chantage, la spéculation et les surenchères autour de la vente du pain, le ministre du Commerce, l'Union nationale des boulangers et les associations des consommateurs ont échangé sur comment respecter les instructions du chef de l'État. Le président a estimé que compte tenu de la pandémie et des conséquences de la pandémie sur les activités économiques du pays et de toutes les entreprises, c'était ni le moment ni la période pour perturber le marché ou créer de la surenchère. Donc il a donné des instructions fermes dans ce sens. Et, écoutez, moi je suis au service du président de la République en tant que ministre chargé du commerce, donc d'appliquer la politique du gouvernement conformément aux engagements du président vis-à-vis de la population. Donc je reçois des instructions, je les exécute. Les préoccupations du président guinéen seront respectées certes, mais il doit discuter directement avec les industriels pour trouver une solution pérenne sur la crise de farine qui plane. Pour l'heure, c'est la sensibilisation qui est prioritaire. Demander d'accompagner la sensibilisation sur le terrain auprès des boulangers pour revenir sur le prix habituel de pain et dérivés. Comme le président a demandé pour qu'on revienne sur l'ancien prix, en attendant qu'il se rencontre avec les industriels. Vous savez que c'est les industriels qui nous donnent la farine. Aujourd'hui, ce qui fait peur, que la farine, les boulangers n'ont pas la farine. Les associations des consommateurs ont accepté d'accompagner le ministère du Commerce dans la sensibilisation. Le respect des mesures édictées et le respect du poids des pains sont des préoccupations. Tout le temps, nous assistons à une augmentation du prix du pain, mais personne ne parle du poids. Et nous avons constaté que vraiment, le poids du pain n'est pas du tout respecté. Tous nos boulangers qui sont aussi des consommateurs, qui sont des citoyens, d'être citoyens jusqu'au bout. De passage, le ministre et ses cadres ont expliqué leur volonté d'aller en guerre contre les boissons frelatées, la chicha et de tous les produits impropres à la consommation. Voilà, le pain impose la paix. Et puis le président de la République a meublé une partie du nouveau gouvernement, Moustapha Naïté, qui est donc le ministère des Travaux publics. Il est remplacé par Kadiatou Emili Diaby, haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement. Ibrahim Khalil Kaba intègre aussi le nouveau gouvernement au poste du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage revient quant à lui à Roger Patrick Milimono comme ministre délégué. Et Zénab Nabaya Dramé, ministre de l'enseignement technique, reste à son poste. Moukta Diallo reste à la jeunesse. Dr Diané au ministère de la Défense et Tebou Kamara sont donc maintenus à leurs différents postes de responsabilité. Ce journal se poursuit avec le chef de file de l'opposition guinéenne qui était ce mardi au domicile privé du président du parti PLP. Une prise de contact avec des acteurs politiques de l'opposition qui vise à créer une meilleure collaboration entre ces hommes politiques. Bernard Koundono, Abdoulaye Kamara. Il s'agit en effet d'une prise de contact entre le chef de file de l'opposition et les différents partis politiques de l'opposition. Après donc le PUP, Mamadou Sylla s'est rendu ce mardi au domicile privé du président du PLP. Même objectif, rassembler la classe politique guinéenne pour le dialogue.
le cabinet des chefs de file n'est pas fermé, il est ouvert. Ça dépend parce que tu peux mettre d'autres personnes qui n'ont pas le temps de travailler ou bien vraiment qui ne voient pas les défis qui nous attendent. Mais tu trouveras d'autres, c'est pourquoi même on fait n'est-ce pas, on fait un peu de tout pour savoir qui sont engagés. Accompagné de plusieurs députés de l'Alliance patriotique, son porte-parole rassure de la volonté du cabinet à œuvrer pour le bien des Guinéens, surtout quand il se rend compte du soutien que leur accorde le parti PLP. Vouloir mettre à la disposition du chef de file le travail du parti PLP, la réflexion, le programme de gouvernance que vous avez, ça veut dire que nous sommes tous en train d'œuvrer pour le même idéal, c'est-à-dire la Guinée et les Guinéens. Quant au président du PLP, il se dit prêt à travailler avec le nouveau chef de file de l'opposition. Déjà, il compte mettre à la disposition de son cabinet tous les projets du parti en faveur des Guinéens. Nous avons des programmes citoyens que nous avons conçus, que je vais mettre à la disposition du chef de file de l'opposition qui est déjà notre chef à tous. Ils vont étudier, son cabinet va étudier les possibilités de l'exécution de ce projet citoyen. Parce que le développement, ce n'est pas seulement que le gouvernement qui doit le faire, c'est tout le peuple qui est concerné en fait. Donc chacun doit jouer un rôle majeur pour que la Guinée puisse s'en sortir. Après cette étape, le chef de file de l'opposition compte élargir ses rencontres jusqu'aux institutions de la République. Et puis, citoyens et acteurs de la société civile continuent de réagir à la nouvelle structure gouvernementale connue désormais du grand public. Ils sont au total 36 départements ministériels qui composent donc cette nouvelle structure. Certains trouvent pléthorique le nombre de ministères, tandis que d'autres doutent déjà sur le choix des hommes à la tête de chaque département. Justin Leno, Yacouba Traoré. Ce qui est très important, c'est surtout les hommes qui font le travail. La structure en tant qu'elle-même ne joue pas aussi un rôle aussi important. Il n'y a pas eu grand changement. 36 ministères composent la nouvelle ossature gouvernementale avec quelques remaniements partiels. Le choix des hommes reste le plus important selon les citoyens. Ils veulent un vrai changement. J'attends de ce gouvernement qu'il soit pragmatique. Nous n'avons plus besoin d'écouter les discours, que les actes soient là. En fait, qu'on dit quelque chose et puis qu'on l'applique. C'est ce que nous voulons. La nouveauté, c'est le ministère de l'Agriculture, désormais associé à celui de l'élevage, tandis que le sport et la culture sont dissociés. Un vide est créé. Quelques citoyens doutent que cela soit une manière d'épier les deniers publics. On veut être comme la Chine, les États-Unis, mais comment? Il nous faut des bons dirigeants. Pendant ce temps, le Premier ministre affirme avoir signé un contrat de 2 ans puis s'en ira. Un discours que beaucoup d'acteurs de la société civile commentent diversement. J'avoue que le nombre de la structure gouvernementale est pléthorique et on aurait pu faire l'économie de tous ces départements pour faire ce qu'on appelle une synthèse. Alors, créer trop de ministères, ça a des implications sur le plan institutionnel, sur le plan logistique. Et restreindre le nombre de ministères, ça a aussi des implications sur le plan des attributions. Cette structure gouvernementale, ça devrait être une structure qui était économe, c'est-à-dire qui réduisait le train de vie du gouvernement. Le slogan « Gouverner autrement » s'annonce-t-il bien? En tout cas, le doute plane encore sur ceux-là qui seront aux commandes des départements ministériels. Dans le même sillage, Diabati Doré, à l'image de plusieurs autres hommes politiques, a réagi à la reconduction du Premier ministre et la structuration du nouveau gouvernement. Pour lui, le pays n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique. Donc c'est une stratégie, selon lui, qui est mise en place pour le piller. On l'écoute au micro de Justin Leno. Ce que nous avons vu hier, avant-hier, la reconduction de M. Kassory, et en même temps un gouvernement pléthorique pour un petit pays comme la Guinée, 36 ministères plus le secrétariat des affaires religieuses, ça fait 37, et aussi ils ont oublié le secrétariat général du gouvernement, donc ça va aller jusqu'à 38. Cela prouve à suffisance que gouverner autrement est égal à piller ouvertement.
Donc ils sont venus pour piller parce que si réellement nous voulons faire du 109, si réellement le slogan « gouverner autrement » doit être une réalité, je crois que la Guinée n'a pas besoin des ministères pléthoriques. C'est-à-dire qu'il y a des ministères bidons même, s'il faut le dire ainsi. Et donc je me suis dit qu'il ne faut pas s'attendre à grandes choses. C'est la même chose, parce que c'est les mêmes personnes qui vont être reconduites ou ils vont faire des permutations de postes. Mais aujourd'hui, les Guinéens n'ont plus, c'est-à-dire de sens d'avoir ce gouvernement pléthorique. Pendant ce temps, une mission gouvernementale a séjourné en fin de semaine dernière dans certaines sous-préfectures de Forokaria. Objectif témoigner leur reconnaissance aux populations de ces différentes localités pour l'élection du candidat du RPG Arc-en-Ciel lors du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier. Rosaline Goto-Monomou commente les images de Djibril Kaba Kamara. Dans la première journée, ce périple a conduit la délégation dans les sous-préfectures de Benti, Faramoria, Siruru et Moussaya. L'objectif était de faire passer le message du chef de l'État à la population de Forokaria pour les efforts consentis qui ont permis sa réélection pour un second mandat. Le président a eu un sursaut. Oui, ça a bien marché, mais avec les populations, heureusement. Il faut que le pays avance. La délégation n'a pu sillonner que les sous-préfectures de Forokaria. Les districts et les villages n'ont pas bénéficié de cette visite comme le souhaite le chef de l'État à cause de la pandémie du coronavirus, nous laisse entendre ce ressortissant de la localité. C'est ce qui nous a amené ce matin depuis 6 heures à faire, je dirais, le périple qui a commencé à Conakry. Nous sommes venus à Benti. De Benti, nous sommes venus à Farmoria. De Farmoria, nous sommes allés à Siruru. Et de Siruru, nous nous retrouvons ici à Moussaya. Les citoyens rencontrés de la préfecture de Forokaria se disent satisfaits de cette visite des autorités du pays. Ils saluent les efforts du gouvernement pour les différentes réalisations faites dans leur localité et demandent la finalisation des chantiers. Nous, on est très fiers. Notre fierté, c'est quoi? Nous avons aujourd'hui un bâtiment flambant neuf représentant la commune rurale. Nous avons aussi un centre culturel. Avant cela, il n'existait pas. À la dernière présentation, la préfecture de Forokaria a voté à 61% pour le président Alpha Condé. Oumar Tounkara, celui qui fut le numéro 2 du SLEG, déclare être blanc comme neige. Il répond ici aux accusations d'Abakar Souman. Ce dernier l'accusait d'avoir touché 150 millions de francs guinéens pour affaiblir le mouvement syndical lors de la grève dans le secteur de l'éducation. Plus de détails avec Marissa Kamara, Alseni Kamara. Oumar Tounkara signe et persiste qu'il n'a jamais reçu de pot de vin dans l'optique de faire échouer leur combat. Un combat qui consistait à défendre l'intérêt commun des enseignants. Le syndicaliste pense qu'il est visé par une haine et une jalousie de la part de son camarade Aboubakar Souma. C'est une accusation infondée, fausse. C'est un mensonge aussi gros que le Mont Gangan. Mais c'est fait à dessein, c'est pour me nuire, ternir mon image. Peut-on s'attendre à une éventuelle réconciliation entre Souma et Tounkara? Pas sûr. Avec les autres, oui, mais avec Abakar, non. La solution, c'est qu'on s'asseye, on dit la vérité et on se réconcilie. Sans la vérité, pas de réconciliation. Mais il ne peut pas y avoir de réconciliation quand il y a des coups bas. Le mouvement syndical en Guinée reste actuellement divisé. Malgré les consignes laissées par Lumbemba Souma avant son décès, un des pionniers du syndicalisme en Guinée, la réconciliation n'est pas pour demain entre syndicalistes. Changeons de registre. Poursuivi pour coups et blessures volontaires et menaces de mort, le procès du sous-lieutenant Abdoulaye Sow s'est ouvert lundi dernier au tribunal de première instance de Kindia. Au terme de plusieurs heures d'audience, le tribunal de Kindia a fini par mettre cette affaire en délibéré. La décision sera rendue le 25 janvier prochain. Pour rappel, l'accusé Abdoulaye Sow, un militaire, avait administré des coups violents à un huissier de justice qui était pourtant dans l'exercice de sa fonction. Reportage Abakar Silla, Amaralek Silla.
C'est au cours d'une exécution d'arrêt des travaux le 3 décembre 2020 que ce huissier de justice près les cours et tribunaux de Guinée a reçu des coups violents de la part d'Ablaye Sow, un sous-lieutenant en service au camp Samoroya. Ce militaire, sous l'effet de la colère, a fini par administrer des coups violents à l'huissier de justice, ce qui lui a permis de perdre l'usage de 3 de ses dents. Quelques jours donc après ce acte, le procès du dossier s'est ouvert ce lundi au tribunal de première instance de Kindia afin que le droit soit dit dans cette affaire. J'allais pour le signifier une ordonnance d'arrêt des travaux parce qu'il y a un conflit qui l'oppose à un certain Mamadou Bilo Doumbouya. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé sa femme. J'ai expliqué les motifs de ma présence. Sa femme a pris son téléphone et a appelé au téléphone pour lui faire comprendre qu'il y a un huissier de justice qui est là, qui est venu lui remettre une convocation. Comme ça, la dame lui a dit. Et pendant que l'huissier de justice était sur le point de bouger, c'est ainsi que le militaire est arrivé. Et sous l'effet de la colère, Ablaye Sow s'est montré intraitable attirant Arafou Diallo. Et l'huissier blessé s'est directement rendu au camp. Je suis allé au camp, comme il y avait la blessure dans la bouche, la perte de dents. Immédiatement, le colonel qui m'a vu, il m'a envoyé, il a appelé le médecin du camp pour m'apporter des soins. À la barre, l'accusé a reconnu avoir frappé l'huissier et non lui administré des coups violents, comme le décrit le plaignant. Aujourd'hui, au-delà de ces 3 dents perdues, le plaignant affirme aussi que 4 autres de c'est au cours d'une exécution d'arrêt des travaux le 3 décembre 2020 que ce huissier de justice près les cours et tribunaux de Guinée a reçu des coups violents de la part d'Ablaye Sow, un sous-lieutenant en service au camp Samoroya. Ce militaire, sous l'effet de la colère, a fini par administrer des coups violents à l'huissier de justice, ce qui lui a permis de perdre l'usage de 3 de ses dents. Quelques jours donc après ce acte, le procès du dossier s'est ouvert ce lundi au tribunal de première instance de Kindia afin que le droit soit dit dans cette affaire. Puis, pour décision être rendue le 25 janvier prochain. Voilà, quelques soucis donc avec cet élément de notre correspondant à Kindia. Revenons à Conakry, précisément à Koulewundi, dans la commune de Matam. Les agents des services spéciaux ont mis le grappin sur une importante quantité de cannabis. Le présumé trafiquant était sur une moto lors de son interpellation. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahim Mansouri Camara pour les explications. Effectivement, il s'agit d'une saisie de 8 sachets de 80 grammes de couche, une forme de cannabis rare dans le trafic selon les agents de lutte contre la drogue et le crime organisé. Le mode de dissimulation a été ingénieux et le suspect serait dans la pratique depuis 2 ans en connivence avec un Américain, précisent les agents. C'est une drogue spécifiquement appelée couche qui était dissimulée dans un plastique sous la selle de sa moto de marque TVS. Interrogé sur les faits, il a reconnu être propriétaire et a dénoncé un certain Jackson Williams, de nationalité américaine, résident aux États-Unis, comme étant son principal fournisseur. Le présumé trafiquant nie les faits qui lui sont reprochés. Il affirme qu'il a été piégé avec ses stupéfiants. Moi, je connais beaucoup d'Américains, c'est mon ami. Je n'ai pas fait drogue là-bas, je ne connais pas qui vend drogue là-bas. Bon, parce qu'on m'a coincé pour faire quelque chose. Pour moi, je ne suis pas prêt pour ça, on m'a baisé, c'est ça. Les services spéciaux dans leur mission exhortent tous les autres corps habillés à une collaboration pour lutter contre le trafic et la consommation de la drogue, car, disent-ils, le trafic est partout. 1 gramme de couche. 10 grammes de couche, j'allais dire, coûterait 1 million de francs guinéens. Contrairement au cannabis traditionnel que nous connaissons dans notre pays, cette nouvelle forme de drogue coûte extrêmement cher. Cette saisie de drogue montre encore que la lutte contre le trafic est loin d'être acquise. Les narcotrafiquants, eux, sont prêts à tout pour ventiler les stupéfiants. Et puis, ce fait, un parent d'élève porte plainte contre un enseignant qui l'accuse d'avoir détourné les frais de scolarité de ses enfants durant près de 2 ans. M. Tonneau, enseignant dans une école privée dans la commune de Ratouma, a reconnu les faits. Il aurait, pendant 2 ans, avec la complicité d'autres enseignants, récupéré les frais de scolarité des enfants des mains de leurs parents, mais n'a jamais versé aucun centime à la comptabilité. André Monsiemi Limono, Abakar Din Kamara, pour des précisions.
C'est une affaire d'arnaque en milieu scolaire. Les enfants de Mamadou Djenabo Bari étudient dans une école privée située à Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Tolno, enseignant dans la même école et bénéficiant de la confiance de la famille Bari, paie les frais de scolarité des enfants. Les enfants furent inscrits, j'ai régularisé la scolarité mensuelle et j'ai commencé les cours. Donc, je me suis travaillé avec madame. À la fin de chaque mois, il vient, il réclame l'argent. Madame demande, je paye, il va directement, il donne au gars. Sauf que l'argent n'est jamais arrivé à destination. Après toute vérification, la famille découvre que les enfants n'ont jamais été enregistrés parmi les effectifs des élèves de l'établissement. Ils sont donc inscrits sur une liste fictive dont Tolno et ses complices géraient de façon clandestine. Le DG nous a confirmé par A plus B que ce n'est pas sa première fois. Il a imité non seulement des signatures, ça c'est une première. La deuxième est qu'il a falsifié des reçus là-bas moins plusieurs fois. Nous avons cherché à avoir la version du directeur de l'école Salima Touba qui a refusé catégoriquement notre interview. Ce parent d'élève se dit être victime d'un réseau mafieux existant au sein de plusieurs établissements scolaires. Il exige son remboursement immédiat et invite les parents d'élèves à être plus vigilants. Je compte les réinscrire dans une autre école parce que je n'ai plus confiance à cette école. Et c'est le message que je vais lancer à tous les parents d'élèves de revoir la situation de leurs enfants au sein de cet établissement, toutes les autorités compétentes, qu'ils agissent au plus vite possible afin que Interfléau soit éradiqué complètement au sein de nos établissements scolaires. Pour l'heure, les enfants de la famille Bari sont à la maison en attendant de trouver une solution à ce problème. Quant à Tolno, il est actuellement en détention dans un poste de police après une plainte déposée contre lui. Comme annoncé dans les titres, le comédien et homme de lettres ivoirien Adama Daïko est à Conakry. C'est le groupe scolaire Sansi Kaba Diakité qui l'a invité pour partager son expérience avec ses élèves. Il va saisir donc l'occasion pour faire la dédicace de son dernier ouvrage le 22 janvier au Palais du Peuple. Compte rendu, Zana Bangoura, Lamensila. C'est un rêve qui est devenu réalité pour les élèves du groupe scolaire Sansi Kaba Diakité. Ils viennent de recevoir l'un des plus célèbres humoristes et hommes de lettres du continent, Adama Daïko. Grâce à vous, monsieur Sansi, notre école aujourd'hui est dotée d'une bibliothèque à travers laquelle nous prenons de plus en plus le goût de la lecture pour nous améliorer. Mais aussi, nous parvenons à faire des recherches pour traiter nos devoirs, ce qui d'ailleurs augmente chaque année le taux d'admission dans les examens nationaux. C'est encore vous qui faites venir aujourd'hui dans notre école l'icône de la culture africaine, l'international Adama Daïko. Acteur et auteur de plusieurs ouvrages, Adama Daïko salue les efforts fournis par Sansi Kaba Diakité pour l'éducation. Il s'engage à l'accompagner. Nous sommes venus pour les encourager, pour leur dire que nous sommes avec eux, que nous mettrons tous les moyens à leur disposition pour faire de bonnes études. Une bibliothèque, des encadreurs conscients, avec tous les moyens qu'il faut, dans un climat apaisé, avec les parents aussi qu'il faut encourager, parce que ce n'est pas facile de nos jours de payer les cours pour les élèves. Il faut que les élèves aussi, en retour, pour dire merci aux parents, c'est de bien travailler. Voilà le message que nous sommes venus leur faire passer. Le responsable des éditions Harmattan Guinée compte organiser ces genres de rencontres dans les prochaines années pour les élèves, mais dans un cadre beaucoup plus approprié. Chaque année, nous allons désormais faire la fête de l'établissement, mais dans un cadre approprié pour permettre aux parents, pour permettre aux invités de bien voir vraiment la qualité des spectacles et des prestations, mais aussi récompenser les meilleurs de l'école et les meilleurs de la commune. Le fondateur de l'établissement pense que le contact avec ses écrivains peut aider les élèves à grandir et choisir un modèle pour construire leur avenir. Et puis le CHAN 2021, le Sili national local s'est imposé 3-0 contre la Namibie lors de son premier match. Donc au Cameroun, l'attaquant du Orea Nyanya Bari inscrit un doublé lors de cette rencontre. Le troisième but est assuré par Morlaï Sila. Les joueurs de Kamfori, Lapé, Bangoura vont rencontrer la Zambie qui s'est imposée cet après-midi 2-0 contre la Tanzanie. À ce stade donc de la compétition, la Guinée est première de sa poule.
Sans transition, la terre ne trahit jamais, dit-on. Elle est le moyen le plus sûr pour combattre la faim et assurer l'autosuffisance alimentaire. Kindia est l'un des greniers de la Basse-Guinée. Elle est très propice donc aux différentes pratiques culturelles. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Silla et Mohamed Alucine Kamara se sont intéressés à la culture et à la commercialisation des fruits et légumes dans un petit secteur de Frigiagbe. C'est notre angle de la rédaction. À Doumbouya, une sous-préfecture de Frigiagbe, l'agriculture est l'activité principale de la population. Des plantations d'ananas, de bananes, bref, des fruits et légumes sont à perte de vue. Wanyabou est agriculteur. Grâce au travail de la terre, il s'est fait beaucoup de profits. Pour se rendre compte du bénéfice réalisé, c'est quand tu dépenses 80 ou 120 millions de francs guinéens dans l'aménagement d'un hectare. Tu peux avoir pendant la récolte 180 ou 200 millions de francs guinéens. Il y a le raisin aussi qu'on revend après la récolte. Cette plantation d'ananas de 10 hectares appartient à Wanyabou. L'aménagement du sol lui a coûté une fortune. L'achat de l'engrais, l'installation du système d'arrosage, autant d'innovations pour rendre le sol productif. D'après ce paysan, le coût de l'aménagement par hectare varie entre 80 et 120 millions. Avec l'appui du gouvernement auprès des agriculteurs, l'obtention des intrants agricoles est devenue de plus en plus facile. Une initiative qui réjouit ce paysan. Si une plantation d'ananas donne bien, on peut obtenir 45 ou 50 tonnes par hectare. C'est là grâce à l'utilisation de l'engrais. En 2010, on n'obtenait que 25 à 30 tonnes par hectare. De nos jours, on est entre 45 et 50 tonnes par hectare. On a eu ce progrès grâce à l'accompagnement du président de la République. Donc, engrais tout soto kafi uma bogi yarati atotalu ala bogi wali mali engrais fira na engrais fina ni funya nogi na minide na hectare kasabida minde na tona kasabida minde. En Guinée, l'agriculture emploie 80% de la population. Des jeunes en chômage viennent ici travailler dur pour subvenir à leurs besoins. À la fin de chaque récolte, des nouvelles pépinières sont préparées pour d'autres plantations. Vous êtes venus nous trouver en train de récolter ces fruits pour les replanter ailleurs. Pendant cette période de Covid, on n'a pas pu profiter de nos productions. Les productions sont acheminées dans des villes pour sa commercialisation. À cette étape, des femmes spécialisées dans la vente des fruits et légumes tissent des partenariats avec des producteurs. À Frigiagbe, ces vendeuses de fruits et légumes sont installées au bord de la route. Les marchandises exposées, des usagers du tronçon Conakry-Kindia font escale, le plus souvent pour y faire des achats. Ces fruits sont bénéfiques s'il y a le marché. Mais s'il n'y a pas d'achat, c'est ce qui est difficile. Sur un casier d'ananas vendu, on peut avoir comme bénéfice 50 000. Je revends des ananas, des pamplemousses, des bananes et du maïs. Je me fais beaucoup de profit avec ce commerce. Je prends soin de mon mari, de mes enfants et de moi-même grâce à ça. Cette année, les acteurs de la filière fruits et légumes ont été frappés de plein fouet par la maladie du coronavirus. Pour des raisons sanitaires, les autorités administratives du pays ont fermé les frontières avec certains pays limitrophes où était écoulée une grande partie de leur production. Les pertes enregistrées par les paysans sont énormes.
Les planteurs ont enregistré des pertes cette année. Au mois de mars, la filière ananas a été impactée suite à la fermeture de frontières. Plus de 120 tonnes ont pourri au Sénégal, au Mali, en Gambie et en Guinée-Bissau. On peut évaluer cette perte jusqu'à 40 millions de francs CFA. Sénégal, non, Bamako, Sénégal, Gambie et Bissau, dans 120 tonnes. Dans 120 tonnes, 183 tonnes de Canada carne. Franguine fait mal à mon France CFA, mais n'a France CFA, 40 et quelques millions de francs CFA. Sur le marché local, la conservation des fruits est aussi un véritable problème pour ces vendeuses. Pour faciliter leur commerce, elles demandent à l'État de leur créer un meilleur cadre, une manière de soutenir davantage le secteur de l'agriculture. Voilà donc comment nous nous quittons, mesdames et messieurs, au compte de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Bonsoir.